biographie dans votre livre Nostradamus. Ah oui, je pense que je l'ai là. Nostradamus chez nous, aux éditions Rocher. J'ai compté, vous en aviez, je pense, ça vous en fait 51. J'ai remarqué. Alors, évidemment, c'est sans compter les traductions, parce que je suppose qu'il y a dû y en avoir, et les rééditions améliorées, comme Gouvernement Invisible, que vous avez amélioré finalement. Alors, votre centre d'intérêt concerne surtout les sociétés secrètes, les mouvements ésotériques et les grandes figures mystiques. Alors, l'alchimie, les civilisations disparues. D'où vous vient cette passion finalement? Eh bien, je crois que ça doit venir très tôt dans ma vie. Ça doit venir dès mon adolescence. Je me suis trouvé, et en remontant même plus loin, dès mon enfance, on pourrait dire, je me suis trouvé fasciné par tout ce qui était étrange, mystérieux. Et ce culte de l'étrange, de l'extraordinaire, remonterait même quand j'étais carrément un gosse, puisque j'avais 10 ans en 1939. Et les quelques années avant la guerre mondiale, je me délectais à voir les bandes dessinées américaines qui étaient traduites en français dans les illustrés pour enfants, dans le journal de Mickey et dans Robinson notamment. Et alors je m'étais délecté, je me rappelle par exemple, dans le journal de Mickey, il y avait les aventures de Mandrake le magicien, dans sa version originale, parce que après il y a eu des imitations, des continuations qui n'avaient pas, à mon avis, la valeur des bandes dessinées originales. Et puis alors je m'étais délecté, j'avais trouvé ça extraordinaire. Il y avait dans Robinson la traduction d'une bande dessinée américaine dont le héros était Britt Bradford, qui était traduit par Luc Bradfer, et il y avait un savant russe qui trouvait le moyen qui construisait une machine qui pouvait, elle et ses occupants, rapetisser à volonté. Et le héros, avec ce savant et sa fiancée, procédait à l'exploration d'une pièce de monnaie. Il y avait une pièce de monnaie enfermée dans une pièce, et la sphère, l'engin, se rapetissait jusqu'à pénétrer dans la pièce de monnaie, jusqu'au stade où il y avait on rencontrait un atome, parce que vous savez, en gros, que le thème, c'est vraiment fascinant, c'est l'idée que la matière, qui semble si solide, si tangible, en fait, elle est, de même que les espaces astronomiques, composée de davantage de vide que de plein. Et l'atome se présente avec la structure d'un système solaire en réduction. Et je me rappelle, dans cette bande dessinée, c'était extraordinaire, il y avait les personnages qui exploraient, qui donc, dans la pièce de monnaie, ils atteignaient la structure atomique ultra microscopique, et ils finissaient par atterrir sur l'une des planètes donc de cet atome, et qui avait la structure d'un système solaire en réduction. Et sur cette planète, ils retrouvaient même des humains, c'était vraiment... Alors ça m'avait fasciné. Et puis alors après, ils faisaient le voyage en sens contraire, c'est-à-dire que la sphère grandissait, jusqu'à reprendre les dimensions normales. Et alors, alors que leur voyage avait duré de très longs mois, quand ils avaient la surprise de constater que la commission scientifique à laquelle ils avaient donné rendez-vous pour leur retour à
un an après, eh bien, commençaient à peine de quitter l'immeuble, et que donc, alors qu'ils avaient passé des mois et des mois lors de leur exploration, eh bien, vis-à-vis du monde extérieur, le voyage avait été presque instantané. Et on trouve un thème là qui m'a toujours fasciné. Par exemple, on trouve au Moyen-Âge des légendes concernant des navigateurs qui aboutissent dans une île mystérieuse, qui passent quelques mois et qui après reviennent dans leur patrie. Mais alors qu'ils ont passé quelques mois sur l'île merveilleuse, eh bien, quand ils reviennent dans leur patrie, 20 années se sont écoulées. On trouve, c'est un thème vraiment qui se retrouve à toutes les époques, et même, je lisais récemment qu'il y a eu un cas extraordinaire aux États-Unis. C'était au moment de la Seconde Guerre du Vietnam. Il y avait 5 jeunes soldats partant en patrouille dans la brousse du Vietnam, qui n'étaient pas revenus de leur mission. On avait fini, au bout de plusieurs semaines de recherche vaine, par les porter disparus, et on ne les avait jamais retrouvés, et on n'avait jamais retrouvé leurs cadavres non plus, et on n'avait jamais appris qu'ils étaient détenus dans un camp de prisonniers. Or, 5 années plus tard, en 1971, on voit ces 5 jeunes soldats qui réapparaissent, non pas au Vietnam, mais aux États-Unis, mais ils portaient l'uniforme exactement avec lequel ils partaient en mission. Ils avaient tous les accessoires pour leur patrouille, et apparemment, alors que 10 années, ça change quand même quelqu'un, eh bien, ils n'avaient pas changé du tout. Et ils ont fait le récit que, dans la brousse, ils avaient été capturés, non pas par les Viettes, mais par des extraterrestres. Mais des extraterrestres pas du tout hostiles, qui les avaient conduits jusqu'à leur soucoupe volante, et qui les avaient emmenés en soucoupe volante passer quelques heures à visiter leur planète. Et les extraterrestres, avec la soucoupe, les avaient ramenés, non pas au Vietnam, mais dans leur patrie, aux États-Unis. Et alors que le voyage et puis la visite de la planète n'avait occupé que quelques heures, quand ils sont revenus aux États-Unis, eh bien, ils se sont aperçus que 5 années s'étaient écoulées. Je connais, il y a un cas comme ça que vous devez connaître, les moines de l'abbaye de Saint-Mathieu vers la pointe du Raz, c'est pareil. Ah oui, on le raconte aussi. Pardon. Lorsqu'ils sont revenus, ça avait changé de prieur, il s'était passé au moins 20 ans, effectivement. Oui. Oui. D'ailleurs, tous les moines, pratiquement aucun des moines ne les reconnaissait, puisque la génération, s'était renouvelée finalement. Ce qui explique ce genre de récit au Moyen-Âge, on en connaît déjà, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça tient. Alors, on le voit, surtout Nostradamus, on le voit omnibulé par une ou plusieurs affaires de trésors, et la découverte dans un avenir défini, qu'il définit lui-même par ses centuries, mais qu'on n'a pas traduit finalement, excepté votre texte. Il parle surtout d'un antique tombeau, d'un grand romain. Quelle est votre impression? L'histoire de trésors dont il revient, il y a au moins 20 quatrains sur lesquels il parle de trésors, et il y a au moins autant de quatrains dans lesquels il parle constamment de ce tombeau du grand romain. Oui. Alors est-ce qu'il parle de la même chose, c'est-à-dire un trésor dans le tombeau, ou ce sont deux choses, ou plusieurs choses différentes? Eh bien, je crois qu'il y a deux choses différentes. D'une part, il y a un trésor auquel Nostradamus fait allusion, mais qui n'est pas forcément
un trésor en pierres précieuses et en pièces d'or. Je croirais plutôt qu'il s'agit de documents, de manuscrits d'importance considérable au point de vue ésotérique. Peut-être en rapport avec la survivance de l'ordre du Temple ou des choses comme ça. Mais la découverte du tombeau du grand Romain, on pourrait penser à la découverte du tombeau de Saint-Pierre à Rome. Et parce qu'il y a deux versions, il y a ceux qui disent que en fait le Vatican saurait très bien que le tombeau de Saint-Pierre se trouverait enfin dans les catacombes de Rome qui se trouvent sous la basilique Saint-Pierre, mais on ne l'aurait pas encore mis à jour. Et cette allusion à la découverte du tombeau du grand Romain, ça pourrait être une allusion à la découverte du tombeau de Saint-Pierre, du premier pape. Et il y a aussi non seulement cette découverte du tombeau du grand Romain, mais il peut y avoir un lien avec l'avènement du grand monarque. Alors, sur le grand monarque, en gros, la croyance habituelle est la suivante. La prophétie de Nostradamus ferait allusion à une période qui serait singulièrement proche, où il y aurait la Troisième Guerre mondiale, l'invasion, et au cœur des ténèbres, on verrait surgir un sauveur miraculeux qui serait un descendant direct des rois de France, sans doute un descendant de la lignée de Louis XVII, et ce grand monarque non seulement sauverait la France, mais serait un véritable restaurateur de l'ancienne puissance prestigieuse de la France à l'échelle de toute l'Europe. Et naturellement, Dieu sait si cet espoir du grand monarque qui viendrait au cœur de la tourmente, si ça a fasciné les commentateurs. Mais il y a une autre interprétation qui est celle de François Brousse, qui est un éminent ésotériste qui réside à Perpignan. Selon François Brousse, le grand monarque dont parle Nostradamus serait non pas un roi, un chef temporel, mais serait un grand maître spirituel, quelqu'un qui aurait une royauté d'ordre spirituel, d'ordre ésotérique, sans pour cela avoir une puissance temporelle. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, ce qu'il y a de curieux avec Nostradamus, ça a dû vous frapper, c'est le nombre de quatrains que l'on découvre qui s'appliquent admirablement bien à des événements même récents, et d'autre part, la manière dont des quantités de commentateurs d'immense mérite se sont apparemment trompés. Je pense notamment, l'un des meilleurs commentateurs de Nostradamus, c'est évidemment Jean-Charles de Fontbrune, qui a de quoi tenir, puisque son père était lui-même un grand commentateur de Nostradamus. Eh bien, son livre Nostradamus, écrivain et prophète, avait été un succès colossal en 1980, et ce livre avait été surnommé, je ne sais pas par quel journaliste,
le livre qui fait peur, puisque le thème de ces commentaires, c'était que nous étions au tout début des années 80 dans l'imminence de l'invasion de l'Europe occidentale qui serait conquise par l'armée rouge et des Arabes, et ce livre qui annonçait donc le déferlement de l'armée rouge victorieuse sur toute l'Europe, eh bien, avait effectivement alarmé un certain nombre de lecteurs de Jean-Charles von Brunn, au point qu'il y en avait un certain nombre, ayant des moyens financiers importants, qui avaient commencé d'étudier sérieusement leur immigration vers l'Amérique du Sud ou les États-Unis ou le Canada pour échapper donc à cette invasion de l'armée rouge. Il faut reconnaître d'ailleurs que reportons-nous à une dizaine d'années en arrière, eh bien, ça s'était un petit peu estompé malgré tout. Mais cette hantise de l'invasion de l'armée rouge, il y avait encore, enfin, cette hantise qui était d'ailleurs apparemment prouvée par la nécessité même de l'Alliance Atlantique. Et il y avait eu une première brèche légèrement ouverte, en ce sens que quand Gorbatchev était arrivé au pouvoir dans l'ex-URSS, eh bien, la peur de l'armée rouge avait commencé à s'estomper, et les meilleurs experts en matière d'Europe de l'Est pensaient qu'on avait évité la Troisième Guerre mondiale et que peu à peu, Gorbatchev donnait l'exemple, peu à peu, on allait assister, mais cela prendrait des années pour porter tous les fruits, on assisterait à une libéralisation croissante du système. Or, vous savez tous ce qui s'est passé, il y a eu la fin si brusque du mur de Berlin, qui n'était pas du tout symbolique. Non seulement il y avait les fortifications, mais il y avait une garde militaire et policière extrêmement perfectionnée, avec tout un système de détection très sophistiqué pour détecter les gens qui voulaient fuir l'Allemagne de l'Est ou les éventuels espions de l'Ouest qui voulaient y pénétrer, et de sorte que ce mur de Berlin a fait l'étonnement quand on l'a vu s'effondrer d'un seul coup. Et puis, tout le système soviétique qu'on croyait véritablement en béton, eh bien, il s'est écroulé comme un château de cartes. Comme du sable. Alors, jamais aucun des spécialistes de l'Europe de l'Est, tous pensaient qu'on assistait à une libéralisation croissante du régime, mais que personne n'avait pensé à une chute aussi soudaine comme un château de cartes. Il n'y a que l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos qui avait publié 2 ou 3 livres où sa thèse, alors les politologues, enfin, étaient rares à la partager. Sa thèse, c'était que le système soviétique était un colosse au pied d'argile qui s'effondre, qui était déjà sous une apparence colossale, était déjà dans un état de décomposition intérieure. Et la réalité lui a donné raison. Voilà, c'est ça. Alors justement, ça m'a été inspiré par votre livre Gouvernants invisibles. Vous citez la centurie 10, 81, où vous faites allusion à une possibilité, ça rejoint ce que vous disiez, une possibilité de connaissance
de la situation et de l'existence et de l'emplacement du trésor du temple. Et c'est ce quatrain qui semble vous avoir inspiré justement cette réflexion. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette vue finalement? Et le secret du temple en quelque sorte. Eh bien, le secret je crois que il y a un manuscrit de la Mer Morte qui porte ce titre significatif. C'est l'un des rares dont la traduction est parue par le professeur Dupont-Sommer. Eh bien, l'un des manuscrits de la Mer Morte s'intitule La guerre des fils de la lumière et des fils des ténèbres. Eh bien, tout se passe comme si, dans le monde, au niveau des gouvernances invisibles, on assistait à un affrontement tantôt assez feutré, ou parfois violent, mais le plus souvent feutré, entre les serviteurs de la lumière et ceux des forces d'involution. Et je suis persuadé qu'il y a toujours ces deux polarités qui s'affrontent et qui peuvent être parfois difficiles à distinguer l'une de l'autre. Et d'ailleurs, René Guénon, je trouve, avait eu de très belles analyses de ce qu'il nommait la contre-initiation, qu'il ne faut pas concevoir comme quelque chose de bête, enfin de facilement reconnaissant, mais au contraire d'une habileté diabolique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et au point de vue de l'héritage du temple, alors on trouverait aussi bien la résurgence templière du côté de la lumière que du côté de la contre-initiation soigneusement camouflée. Et malheureusement, je puis dire que j'ai été aux premières loges dans ce domaine, car j'avais une amie bien chère qui avait une profession assez rare pour une femme, surtout en 1972. Il y avait beaucoup moins de femmes promues dans ces branches-là de la police. Elle avait rang de commissaire à la DST. Et elle s'appelait Marie-Rose Balleron de Brovert. Et vous verrez parler d'elle, par exemple, dans le livre de Jean-Marie Parent et Roger Facon, intitulé Les meurtres de l'occulte, qui avait été publié aux éditions Alain Lefebvre, malheureusement disparu, mais le livre peut se trouver d'occasion, c'est-à-dire en bibliothèque. Eh bien, cette amie bien chère, mais si au retour de ce voyage fatal, elle devait libérer conjugalement, elle devait refaire sa vie avec moi, et nous aurions été merveilleusement heureux, j'en suis sûr. Eh bien, elle avait été chargée par la DST de faire un rapport détaillé sur des infiltrations néo-nazis sous le camouflage d'un ordre fraternel se réclamant de l'héritage du Temple, apparemment anodin, où il y avait des gens d'ailleurs parfaitement inoffensifs, remarquables d'ailleurs, et qui auraient été bien étonnés d'apprendre les coulisses en cause. Eh bien, cet ordre rénové du Temple, de redoutables néo-nazis, appartenant à la loge P2, y avait trouvé donc un terrain propice, c'est eux qui tiraient les ficelles. Et comptant sur
ma discrétion totale, Marie-Rose m'avait résumé son rapport. Et il y avait des choses vraiment extraordinaires, et je crois que c'est la première personne qui était au courant de cette redoutable loge P2. Et quand elle m'avait résumé son rapport confidentiellement, à ce moment-là, ça ne m'avait rien dit du tout. J'avoue d'ailleurs que j'avais cru qu'il s'agissait d'une bande de néo-nazis, mais plutôt farfelus, qui se croyaient redoutables et qui ne l'étaient pas. Or, Marie-Rose Balleron de Brovert, son rapport, elle devait l'amener à Clermont-Ferrand en prenant l'avion. Après, elle habitait Nice, mais elle prenait d'abord un premier avion entre Nice et Lyon, puis elle prenait l'avion Lyon-Clermont-Ferrand. Eh bien, c'était le soir du 27 octobre 1972, et cet avion, eh bien, il s'est fracassé sur le flanc de la montagne de Noirtable, et il y a eu quelques survivants, mais pas dans la partie de l'appareil où se trouvait mon amie, et elle a été parmi les victimes. Or, cet accident méritait des guillemets. D'ailleurs, la commission d'enquête, en toute bonne foi, s'était basée sur le fait que la fameuse boîte noire retrouvée, eh bien, n'avait pas révélé qu'une bombe avait fait explosion dans l'avion. C'est vrai, mais une méthode extrêmement sophistiquée avait été employée pour faire arriver l'accident entre guillemets, et il y a par exemple, normalement, c'est étonnant que la commission d'enquête ne se soit pas préoccupée de cette chose assez étonnante, que l'appareil allait atterrir à l'aéroport de Clermont-Ferrand, et brusquement il a fait demi-tour pour aller s'abattre sur la montagne, se précipiter sur la montagne de Noirtable. C'est quand même assez extraordinaire. D'autre part, il y a un certain nombre de choses qui tendent à être prouver que les responsables de l'accident, entre guillemets, savaient disposer de complicité avouée ou tacite, remontant parfois très haut. Et par exemple, personne ne s'est préoccupé apparemment que des ordres mystérieux avaient retardé de plusieurs heures l'ordre de départ des équipes de secours dans la montagne. Alors que c'était à la fin octobre, il n'y avait ni tempête de neige, ni risque d'avalanche, des choses comme ça. Et avec ces quelques heures de retard, eh bien, on peut très bien imaginer que, ma foi, certaines gens avaient donc tout le temps nécessaire pour aller récupérer le fameux rapport sur le corps de la malheureuse Marie-Rose. Et alors, l'accident, à mon avis, ne pouvait être réalisé tellement la technique utilisée était hautement sophistiquée, ne pouvait être réalisé que par des gens chevronnés travaillant dans l'espionnage.
parce qu'ils avaient utilisé une unité mobile, sans doute une double unité radiophonique dans une camionnette, et les responsables de l'accident, entre guillemets, ceux qui l'ont provoqué, c'étaient des officiers de renseignement italiens. Ne travaillant pas pour leur patrie, puisque l'Italie ne s'était pas lancée en 1972 dans une guerre de l'ombre contre la France, mais travaillant pour le compte de la loge P2. Et là, vous êtes un peu jeune pour vous en rappeler, mais les gens qui ont mon âge, ou même un peu moins, se rappellent qu'en 1972, il y avait eu des affaires en Italie qui avaient fait énormément de bruit. Il y avait eu des officiers de renseignement du service de renseignement italien et des gens de très très haut niveau qui avaient trempé dans de sombres histoires de conspiration néo-nazie. Et il y avait même eu quelque chose de monstrueux qui était encore mieux, si l'on veut dire, que l'accident du Lyon-Clermont-Ferrand. Il y a, pour essayer de créer en Italie une atmosphère de panique au niveau des classes populaires et leur faire peur du terrorisme d'extrême gauche, eh bien, les terroristes néo-nazis avaient placé une bombe à la gare de Bologne qui avait fait, tenez-vous bien, un peu plus de 80 morts. Eh bien, donc, ce n'était pas de la petite bière. Et alors, il y a une caractéristique véritablement frappante des activités de la loge P2, c'est la facilité avec laquelle elle trouve des appuis, des complicités dans les milieux les plus inattendus. D'ailleurs, c'est un fait que par le grand maître Gelli de la P2, eh bien, à plusieurs reprises, il s'était trouvé emprisonné dans divers pays, et chaque fois, il s'évadait vraiment comme dans un fauteuil. Et vraiment, donc, ils ont des appuis, des complicités assez extraordinaires, qui leur sont très faciles, puisque, par exemple, tenez-vous bien, ce fameux accident entre guillemets de l'avion Lyon-Clermont-Ferrand Air Inter du 27 octobre 1972, eh bien, il a été classé dans les affaires tombant sous le secret de la défense nationale. Ce qui est véritablement une honte, car l'accident, entre guillemets, en cause, je le rangerais plutôt, disons, dans le grand banditisme. Avec une nuance que je m'excuse auprès des gangsters, parce que même les plus grands gangsters ont quand même les mains un peu plus propres, même s'ils versent le sang. Et parce que il n'y eut pas que la malheureuse Marie-Rose Balleron de Beauvais sacrifiée en l'affaire, mais du même coup, il y eut une vingtaine de morts, des passagers et des membres d'équipage de l'avion, qui n'étaient absolument pour rien dans le rapport de transporter mon ami, et qui ont été sacrifiés sans la moindre hésitation. Et le secret défense faisait que les parties civiles n'avaient plus accès au dossier. Oui. C'est tout simplement ça. Voilà. Dans les mondes souterrains que vous avez publiés chez Albin Michel, vous vous référez à Raymond Bernard pour présumer qu'il existerait de par le monde des cryptes ferrées au nombre de 12. Il s'agirait surtout de lieux où
où des membres de sociétés secrètes, de vastes synarchies se rencontreraient finalement. Oui. Eh bien, il y a ce fameux épisode de la crypta ferrata, qui serait une crypte secrète, située en dessous, au voisinage du monastère de San Nilo, près de Rome, et dans le chapitre Rendez-vous à Rome de son livre Les maisons secrètes de la Rose-Croix, eh bien, Raymond Bernard parle de l'initiation templière qu'il aurait reçue donc dans cette crypta ferrata de San Nilo, et l'initiateur, c'est un personnage portant le titre de cardinal blanc et qui aurait transmis donc cette initiation templière privilégiée à Raymond Bernard, et en même temps à un personnage qu'il appelle Monseigneur Jean, et qu'il présente comme étant un Français de filiation royale. Serait-ce un descendant de Louis XVII? Enfin, je ne sais pas. Mais ce fameux cardinal blanc, qui pouvait-il être? Eh bien, parmi les gens qui étaient des ésotéristes au courant des aspects secrets au plus haut niveau dans les coulisses du Vatican, eh bien, il y avait Charbonneau-Lasset, l'auteur du livre célèbre, enfin, Le Bestiaire du Christ. Et dans un passage de ce livre, Charbonneau-Lasset faisait allusion à un cercle intérieur extrêmement fermé qui existerait au plus haut niveau du Vatican, et dont le plus haut dignitaire porterait ce titre de cardinal blanc. Évidemment, cardinal blanc, on pense tout de suite au pape, puisque le souverain pontife porte une robe blanche, une soutane blanche, mais il s'agit d'un personnage différent. Et donc, c'est ce chef d'une hiérarchie ésotérique très secrète, enfin, au plus haut niveau du Vatican, et inconnu de la plupart des prélats, donc, de ce dignitaire qui aura été le cardinal blanc. Et voici l'interprétation de Marie-Rose Balleron de Beauvert. Elle m'avait dit qu'à son avis, le cardinal blanc n'était qu'autre que le grand maître italien d'une fraternité ésotérique extrêmement fermée, celle des polaires. Oui. Mais alors là, il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que je connais un grand maître de l'ordre des polaires, et qui est quelqu'un qui ne se cache pas du tout, qui est cet ami, ce grand ésotériste de Perpignan, qui est François Brousse. Alors, je pense qu'il doit y avoir deux branches, et que, donc, la branche, italienne, qui aurait contacté Raymond Bernard, serait donc à distinguer de la branche française que connaît si bien François Brousse. Oui, en fait, il y aurait le côté ésotérique et le côté exotérique. Ah non, je crois que Non, mais il y a le côté apparent et il y a quand même ce qui est le côté souterrain. Alors, il faut penser toujours en ce qui concerne l'Italie, il y a le blanc et le noir.
on peut tomber sur l'ésotérisme vraiment blanc, et comme on peut tomber aussi sur, quand on aborde la fameuse loge P2, eh bien la puissance sur les mains, enfin c'est vraiment Vous pensez que c'est deux chemins qui se séparent ou c'est un tout, malgré tout? Mais je crois que pour... C'est une déviance? C'est une déviance, l'aspect noir, ou non? Bien, c'est sa complémentarité. Je pense qu'il peut y avoir pour réussir à comprendre... il faut les deux. Il faudrait tenir compte des deux. Donc c'est la complémentarité malgré tout. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, il serait, je crois que si on aurait le rêve, qui est le rêve au niveau courant, qui est cristallisé dans un certain nombre de mythes, c'est le mythe de la victoire totale, de ce que serait la victoire totale de la lumière sur les ténèbres. Eh bien, je crois que cela serait impossible, parce que si cela se réalisait, tout disparaîtrait. Il y aurait puisque les deux pôles. Et je crois qu'il y a un symbole ésotérique qui est capital, c'est le symbole taoïste du yin et du yang. Vous avez un moyen, vous l'avez sûrement vu, mais vous l'aurez sûrement remarqué, puisque ce symbole traditionnel s'est trouvé repris par la Corée du Sud pour son drapeau. Eh bien, disons, pour simplifier beaucoup, ce symbole du yin-yang, c'est un cercle où il y a une moitié blanche et une moitié noire. Et ces deux moitiés sont séparées non pas par une ligne verticale au centre de la circonférence, mais par une ligne en spirale. Et ce n'est pas tout. Il y a au cœur de la partie noire un cercle blanc, et au cœur de la partie noire un cercle blanc. L'équilibre de la manifestation cosmique suppose la complémentarité active entre les deux polarités, opposées, mais qui se complètent. Et il y a certes le phénomène des cycles, c'est-à-dire que l'humanité passe par un cycle descendant où il y a d'abord l'âge d'or, ensuite l'âge d'argent, ensuite l'âge d'airain, et finalement l'âge de fer, le Kali Yuga, en terminologie. Quand le Kali Yuga, l'âge noir, arrive à son apogée, eh bien le cycle un cycle se termine, mais l'humanité connaît alors un nouveau cycle qui sera inauguré par un âge d'or, et à nouveau il y aura le cycle. C'est vraiment un mécanisme traditionnel qui a été très bien analysé, notamment par René Guénon. Eh bien, revenons au symbole du yin-yang. Eh bien, la présence des deux points dans chacune des deux zones, eh bien, cela veut dire que quand l'humanité parvient à l'apogée de l'âge noir, au sommet de l'involution, eh bien, la prise par les ténèbres ne sera jamais totale, il restera un point blanc. Et de même, quand nous sommes dans l'âge d'or inaugurant un nouveau cycle,
eh bien, il subsiste un point noir, c'est-à-dire que les forces d'involution ne peuvent pas être détruites totalement, car cela aboutirait donc à détruire le monde, à détruire la manifestation. Il n'y a pas en aparté, il n'y a pas une volonté par un certain mouvement un peu souterrain de précipiter le mouvement, c'est-à-dire de passer, pour arriver à l'âge d'or, de passer aux étapes successives, vous voyez, de précipiter le chaos finalement. Pour arriver à l'âge d'or, finalement on ne peut pas tomber plus bas, on ne peut que remonter. Oui, il y avoir cette volonté justement de précipiter le mouvement. Oui, il y a justement, voilà. Et cela expliquerait l'activité par exemple, d'un personnage assez curieux qui s'appelait Trebitsch Lincoln. C'est un aventurier dont divers auteurs ont relaté la carrière, notamment Pierre Mariel, qui avait parlé de lui alors Pierre Mariel écrivait sous le pseudonyme de Werner Gerson. Il avait écrit un livre intitulé Le nazisme, société secrète. Werner Gerson, c'était Pierre Mariel. C'était un ami personnel. Eh bien, Trebitsch Lincoln est considéré à juste titre, malgré qu'il ait terminé sa vie comme il est devenu dans la fin de sa vie un lama bouddhiste, eh bien, il est considéré à juste titre comme l'une des éminences grises ayant joué un rôle dans les coulisses de l'avènement du nazisme. Ironie du sort, c'était un juif d'origine. Et dans le livre de Werner Gerson, alias Pierre Mariel, eh bien, dans le chapitre consacré à Werner Gerson, à Trebitsch Lincoln, eh bien, il est raconté les contacts entre le jeune Trebitsch Lincoln et celui qui devient son initiateur. Un Anglais, un ancien médecin-major de l'armée des Indes, qui s'appelait Beckett. Et Beckett était l'un des personnages parvenus vraiment au sommet de la hiérarchie du pouvoir visible. Il n'était autre que l'un des fameux 72 qui mènent le monde. Et dans le premier discours initiatique qu'il fit à Trebitsch Lincoln, devenu son disciple, eh bien, Beckett, donc, dit textuellement qu'il faut accélérer la descente, car en accélérant le processus de dissolution, de désintégration duquel il y a, on entra l'avènement du nouvel âge d'or. Justement, Raymond Bernard parle j'allais dire l'Antiquité. On peut dire que ce sont des cryptes immémoriales, en quelque sorte, de ces cryptes ferrées. Oui. Donc, vous parlez, enfin, Raymond Bernard, je pense que c'est Raymond Bernard, parle de certaines creusées à l'époque de l'Atlantide, donc ça serait très très ancien. Est-ce que ces cryptes sont des, comment dire, des espaces prédestinés finalement? Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier? Comment elles ont été choisies? Est-ce que c'est une question de commodité géographique ou est-ce qu'il y a plus? Bien, moi je crois que ça va. On pourra très bien. Ce qui permettrait de localiser, s'il y avait une méthode eh bien, pour localiser. Normalement, puisqu'il s'agit non pas d'un plan subtil, mais d'après les descriptions,
il s'agit bel et bien de réalité matérielle, eh bien, donc, on pourrait imaginer qu'on pourrait réussir à découvrir ces fameuses cryptes secrètes. Mais moi, je crois qu'on ne pourrait pas, parce qu'il doit y avoir un mécanisme de protection, non pas des puissances démoniaques ou des dragons qui veillent sur l'accès, mais je pense qu'il doit y avoir disons un truc, entre guillemets, qui fait que pour gagner l'accès au lieu en question, il doit falloir réaliser, enfin si on ne connaît pas la vibration à employer, eh bien on pourra tourner perpétuellement autour de l'endroit sans jamais le découvrir. Il y a une procédure magique en fait. Oui, et ça me fait penser, il y a un livre que vous avez sûrement lu, qui s'appelle La vie des maîtres par Baird T. Spalding. C'est un livre américain qui avait séjourné en Asie centrale. Alors dans le livre, il y a manifestement, je crois, des exagérations qui sont là d'ailleurs placées volontairement, car c'est fait pour que le rationaliste, au sens familier du terme, commençant à lire le livre, eh bien, dise oh, c'est des bêtises, et le laisse de côté. Alors qu'il y a un fond, je crois, très important de révélation ésotérique dans ce livre. Eh bien, dans ce livre, il est raconté, et je crois que le fait est exact, qu'il y eut au commencement de ce siècle, il y eut un général chinois qui, ayant beaucoup entendu parler des traditions suivant lesquelles, enfin dans le désert de Gobi, se trouverait un accès à Shambhala, ouais. Eh bien, il caressa le rêve de parvenir à trouver l'accès menant à la région privilégiée où résident les maîtres cosmiques, en Asie centrale, et tout simplement, il ordonna à l'un de ses régiments de ratisser, comme on dit en termes militaires, soigneusement. Alors, il établit enfin un plan de ratissage systématique de tous les endroits du désert de Gobi où on pensait pouvoir trouver l'accès à Shambhala. Et ce général chinois pensait que ces soldats ratisseraient d'une manière tellement méthodique chaque pouce de terrain que fatalement ils trouveraient l'endroit. Or, pendant plus d'un mois, eh bien, les soldats ratissaient consciencieusement au belles fins la zone et ils ne trouvèrent absolument rien. Donc, ils ne pouvaient pas, même s'ils avaient passé des années entières, ils n'auraient pas pu trouver. Alors, justement, de ces cryptes ferrées, vous parlez de 2 cryptes ferrées qui auraient... Bon, il y en a une qui semble être évoquée dans le songe de Polyphile. Oui. Voilà. Et je crois, c'est une œuvre, d'une part, c'est une œuvre symbolique, le songe de Polyphile, d'autre part, il peut y avoir l'écho d'une réalité. Et j'avais appris, il y a une vingtaine d'années, quelque chose de très intéressant concernant Notre-Dame-sous-Terre à Chartres. Vous savez, la crypte de Notre-Dame-sous-Terre, là où se trouve enfin, la Vierge Noire.
Eh bien, il y a j'avais rencontré une fois au club écossais où je déjeunais, ça remonte à il y a une vingtaine d'années, j'avais rencontré quelqu'un qui était un compagnon du devoir. Et il m'avait dit que il me racontait ce fait comme, non pas comme un ragot, mais quelque chose dont il était sûr, on avait fait des fouilles approfondies à Chartres, des fouilles ordonnées par les Beaux-Arts, et alors où l'histoire devient assez étonnante. À quelle époque les fouilles, vous vous souvenez? Des fois. À quelle époque? Cela devait se situer vers les années 70, ou en 70, par là. Et alors on avait, d'après donc ce que m'avait dit ce compagnon du devoir, on aurait découvert dans l'un des murs de la crypte de Notre-Dame sous terre, l'amorce d'un escalier qui descendait bien plus profondément encore. Et tout de suite, des ordres mystérieux étaient venus de reboucher immédiatement l'ouverture et de faire en sorte qu'on ne puisse rien déceler sur le mur. Et il y a une tradition à Chartres qui affirme que en dessous de Notre-Dame sous terre, il y aurait une crypte bien plus ancienne qui remonterait à l'époque des druides. Et dans cette crypte vraiment d'époque druidique se trouverait un vaste dolmen chargé magiquement, qui serait le grand dolmen des Gaules, dont les ondes vibratoires protégeraient toute la France. Et donc, par précaution, donc, on aurait évité de rendre possible l'accès donc, à cette crypte. Et il y a aussi il y a une légende compagnonique on retrouve d'ailleurs la même à Strasbourg. Il y a cette légende compagnonique à Strasbourg et à Chartres qui dit que l'édifice est un tel chef-d'œuvre architectural qu'il existerait, alors là c'est sans doute une légende compagnonique, qu'il existerait une pierre, une véritable pierre angulaire et si on enlevait cette pierre, eh bien tout l'édifice s'écroulerait comme un château de cartes. Et à Chartres, cette pierre se trouverait dans cette crypte, qui se trouverait en dessous, cette crypte druidique qui se trouverait en dessous même Notre-Dame sous terre. Et alors évidemment, on peut imaginer les Beaux-Arts se disant, mais on n'y croit pas, mais vraiment, si quelqu'un s'amusait à retirer la pierre et que la cathédrale s'écroule, ma foi, on serait bien. Et si c'était vrai, oui. Alors justement, il semble que par deux fois, des cryptes ferrées étaient... vous parlez tout à l'heure de procédures, de méthodes, de procédures magiques, en quelque sorte, pour découvrir des cryptes ferrées. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être dans le secret des dieux, entre guillemets. Et alors, dans vos textes, à un moment donné, vous semblez assimiler le souterrain de Gisors à Neauphle-le-Château, vous savez, à l'emplacement de la croix, comme comme une crypte ferrée plus ou moins annexe, peut-être. Mais surtout, ce qui m'a moins frappé, vous rapportez la relation d'un auteur, je crois anglais,
enfin, dans un livre un auteur français dans un livre anglais, concernant le tombeau de Rosenkreutz, Rose-Croix. Vous savez, Rosenkreutz. Et c'est un paysan, c'est l'histoire d'un paysan qui découvre une dalle, un tombeau. Oui, en effet. Et quand il rentre dans le tombeau, il voit de la lumière et il voit des gens. Et bon, ensuite, je crois qu'il a des difficultés. On le fait fuir, je crois. Oui, en effet. Et il a des difficultés. Après, il ne retrouve plus rien. Finalement, tout est modifié. Alors donc, il semble qu'on puisse, par au moins cet exemple du tombeau de Rosenkreutz, je crois en Angleterre, trouver des cryptes ferrées. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce tombeau de Rosenkreutz? Eh bien, en fait, c'est plus une crypte qu'un véritable, c'est un cénotaphe plutôt qu'un tombeau. Mais c'est-à-dire que voilà, il y a le problème de l'existence réelle ou non de Christian Rosenkreutz, parce que vous avez ceux qui disent que c'est un personnage historique qui avait fondé la forme de la fraternité de la Rose-Croix telle que devait la connaître l'Europe occidentale, mais vous avez aussi beaucoup d'auteurs qui estiment qu'il s'agit d'un personnage symbolique et que cela serait vain d'espérer découvrir son tombeau, puisque c'est un personnage symbolique qui exprimerait une fonction initiatique. À propos de la crypta ferrata de San Nilo, alors il paraît que, parce qu'il existe un monastère à cet endroit, alors il paraît que les moines avaient été furieux contre le livre de Raymond Bernard, parce qu'il arrivait tout le temps que des cars de touristes s'arrêtent et demandent aux moines s'il y avait moyen de visiter la crypta ferrata. Alors les moines, ne l'ayant jamais, en sachant même pas l'existence, étaient vraiment furieux d'être dérangés par ce qui leur semblait, enfin, une facétie, oui, une facétie. Donc il est parlé dans ce fameux tombeau d'un éclairage. Alors, ça nous ramène, d'après le récit fait, au phénomène des lampes éternelles. Oui. On trouve dans Fulcanelli parle justement d'une huile rouge phosphorescente qui ne serait qu'un composant de la pierre de projection, la pierre de transmutation, et c'est cette huile qui permettrait, qui donnerait cette énergie pour lorsqu'elle est allumée, lorsqu'on a allumé cette huile, c'est éternel, en quelque sorte. Quelle est votre opinion sur ces lampes éternelles dont parle Nostradamus d'ailleurs? Eh bien, je crois qu'il doit en exister. Ça paraît fantastique, mais je crois que cela correspond à une réalité, ce n'est pas purement symbolique. Et par exemple, il y avait eu une découverte assez extraordinaire dans la Rome du XVIe siècle. Au XVIe siècle, on avait découvert fortuitement un tombeau souterrain où il y avait, à côté d'une lampe qui brûlait encore, le corps admirablement momifié, la jeune fille semblait dormir, d'une toute jeune fille de l'époque romaine. Et on s'était aperçu que c'était le corps admirablement momifié de Tullia, qui était la fille de Cicéron et qui était morte très jeune et causant un désespoir terrible à son père. Et le Vatican, craignant qu'une sorte de culte s'instaure, avait fait procéder en secret
à l'illumination nocturne de la jeune Romaine et de la lampe dans une sépulture soigneusement tenue secrète. Et le secret, à ma connaissance, n'a jamais été percé à l'époque moderne. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que oui, c'est Robert Amblin qui racontait l'histoire, c'est qu'au tout début des années 20, à Brive-la-Gaillarde, lors de travaux dans le cimetière, on avait mis au jour le corps admirablement momifié d'une jeune Romaine avec une lampe qui brûlait encore. Vous vous souvenez du titre du livre de Amblin? C'était le livre intitulé Les Vampires de Robert Amblin, alors publié dans la collection Les Portes de l'étrange. Et alors, c'est assez amusant, c'est que le commissaire de police local, qui avait sans doute lu Dracula et vu des films d'horreur sur le thème des vampires, alors croyant sans doute qu'il s'agissait d'un vampire endormi pendant la journée, il n'avait pas fait percer, mais il avait fait ensevelir secrètement, à une très grande profondeur, aussi grande que possible, ce corps et cette lampe qui lui semblait bien gênant. Il craignait sans doute qu'il s'agit d'un vampire féminin. C'est pas dans un de vos livres, mais c'est une opinion, un commentaire, quoi, je vous demande. Alors voilà, c'est chez Jacques Duchossois que vous devez connaître. Oui, je connais personnellement, oui. Voilà. Ah oui, je suppose, oui. Alors c'est dans un livre, ça s'appelle, je ne l'ai pas là, ça s'appelle Shakespeare... ah oui, Bacon, Shakespeare, voilà, aux éditions de la Colombe. Oui. Voilà. Et alors il émet l'hypothèse que les Rose-Croix se manifestent tous les 108 ans et qu'à chacune de ces manifestations, il y a l'ouverture d'une tombe provenant des documents. Alors, ce constat, c'est Gérard de Sède qui l'a relevé, il l'a appliqué à l'affaire de Rennes-le-Château. Concernant, il a proposé l'année 1783. À cette époque-là, l'abbé Bigoud a rédigé l'épitaphe de la marquise et a dissimulé des documents qui a sans doute permis la découverte de la Bessonnière 108 ans plus tard, en 1891. Voilà. Alors, Gérard de Sède donc continue. Si l'on ajoute 108 ans à 1891, nous trouvons la date de 1999. Or, Nostradamus est catégorique, cette année-là, la France connaîtra de profonds bouleversements. Donc on en revient à l'affaire du grand monarque. Quelle est votre opinion sur cette histoire de ce rituel des 108 ans? Eh bien, concernant des découvertes de documents tous les 108 ans. Oui. Ouais. Eh bien, d'après une interprétation classique chez les Rose-Croix, eh bien, cela aurait trait à l'alternance entre une période de sommeil et une période, au contraire, de manifestation dans le monde extérieur de la Rose-Croix. Car, alors, tous les 108 ans, donc, après une longue période, non pas de disparition, mais de sommeil, où la fraternité de la Rose-Croix existait toujours, mais extrêmement fermée à un niveau ésotérique, eh bien, il survient un réveil où la fraternité de la Rose-Croix a une manifestation extérieure, fait connaître son existence et où elle cherche à recruter le maximum possible de personnes initiables, susceptibles donc de s'orienter vers cette voie. Et cette période de réveil, alors suivant l'ordre de la Rose-Croix à Morgue,
on trouverait cette période de réveil de la Rose-Croix en 1909, quand le docteur Spencer Lewis a donc révélé publiquement l'existence de la Rose-Croix et a commencé l'organisation et le recrutement de la morgue sous sa forme actuelle. Et si on se reporte au tout début du XVIIe siècle, eh bien l'époque assignée 1604 à la découverte du tombeau de Christian Rosenkreuz serait un moyen de dire symboliquement que commença alors une période de manifestation extérieure de la Rose-Croix avec la publication des fameux manifestes. Et il y a lieu d'ailleurs même mieux, si l'on peut dire, puisqu'en 1622, à l'étonnement des Parisiens, on vit apparaître sur les murs de Paris des affiches où les Rose-Croix affirmaient qu'ils se manifesteraient à ceux qui voudraient les contacter. Mais ce fameux problème de la manifestation des Rose-Croix, beaucoup d'historiens ont tendu à réduire l'existence des Rose-Croix au début du XVIIe siècle à un mythe. Or, ils ont bel et bien existé, et je parle de la manifestation au tout début du XVIIe siècle des Rose-Croix à la suite de la publication des manifestes, et on trouve même, par exemple, le grand philosophe René Descartes, quand il était tout jeune, eh bien, il fut contacté par les frères de la Rose-Croix. Et d'ailleurs, si on relit attentivement le récit détaillé que René Descartes avait donné de ces fameux songes, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, il ne faisait pas allusion à des songes, mais en fait, sous une forme codée, mais avec certains passages qui, comme dans le songe de Polyphile, semblent extrêmement réalistes, eh bien, il fait allusion à son initiation par les Rose-Croix.